Là, j'ai eu un petit déclic en disant, en fait, il faut créer le pot commun de l'immobilier, où chacun mettra un petit peu d'argent à la hauteur de ses moyens. Et on achètera de l'immobilier, puis on se partagera les loyers chaque mois au prorata de ce qu'on a mis, quoi. Et on a des opérations où il y a 200, 300, 400 personnes. Donc on a toujours le même business model de rendre l'immobilier accessible à partir de 1 000 euros en quelques clics depuis chez soi, et pour accéder à des biens immobiliers auxquels on n'aurait pas accès tout seul, quoi. On s'était dit qu'on allait uniquement investir dans les locaux commerciaux en cœur de ville. Donc on a acheté des boulangeries, des poissonneries. On a une poissonnerie à Lille. Tous ceux qui vont consommer dans cette poissonnerie, ils ont 10% de réduction sur leur poisson. C'est un peu comme le Monopoly, je vais payer un peu moins cher que les autres. Salut à tous, je suis Yoann Torti, cofondateur d'MP Gestion Privée et j'ai l'immense plaisir de vous présenter Ma Question Préférée, le podcast qui vous aide à vous faire votre propre avis sur le monde de l'investissement. Je suis moi-même gestionnaire de patrimoine et dans ce cadre-là, je suis régulièrement démarché par des sociétés d'investissement qui souhaitent que je commercialise leurs produits. Je vous propose donc de participer à une conversation chaque mercredi entre une société d'investissement et moi-même, lors de laquelle nous allons faire la due diligence. Qu'est-ce que c'est la due diligence ? C'est simplement l'ensemble des vérifications que doit opérer un investisseur avant de conclure un deal. Concrètement, on va poncer le marketing et les éléments de langage de nos invités dans une conversation, un échange sans bullshit et si possible en s'amusant. Je préfère être franc, ce podcast n'a pas pour but de donner du conseil financier personnalisé. En effet, pour donner le meilleur diagnostic patrimonial, je dois connaître l'ensemble de vos symptômes patrimoniaux. Pour ça, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute ou un bon visionnage, selon vos plateformes. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ma Question Préférée, après cette pause estivale. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Toussaint, fondateur de Baltis Capital et surtout confrère podcasteur de Matière Lire, un podcast également sur les finances personnelles et la gestion de patrimoine. Salut Alexandre. Salut Yoann. Je suis ravi que tu sois là. Je te propose dans un premier temps d'être fair-play, mais méfie-toi, les gens qui se disent fair-play ou bienveillants, en général, c'est le plus gros salopard. Et allez, on va faire un petit peu de pub pour Matière Lire. Tu peux nous expliquer le concept, un petit peu, les épisodes, qui t'as rencontré, qui tu vas rencontrer ? Ouais, bah écoute, merci pour cette petite mise en lumière pour Matière Lire. En plus, on s'est lancé, à mon avis, en même temps, voire même le même jour, je pense. C'est marrant parce qu'on discutait de ça sur LinkedIn juste avant de se lancer mutuellement. Matière Lire, donc c'est un podcast. Donc moi, c'est uniquement audio sur les différentes plateformes de podcast qui vise un peu à éclairer, à dénicher les solutions d'investissement un peu qui sortent un peu des sentiers battus, ou en tout cas à les démystifier pour les investisseurs puissent avoir des éclairages. J'ai fait 5 épisodes pour l'instant, un 6e qui est dans les cartons pour bientôt. Premier épisode sur l'investissement dans les parkings. Ensuite, on a fait l'investissement dans le vin. Ok, je note pour éviter d'avoir des redondances sur les épisodes. Si tu veux les recevoir avec grand plaisir, ils sont vraiment, les 5 qu'on a reçus sont vraiment top. Investissement dans le vin, c'était très bien. On a fait les startups avec le Club des Prophètes, Monde Patient et startups, et Mathieu Jarry passionnant aussi. On a fait les œuvres d'art. Comment investir, pourquoi, comment estimer le prix d'une œuvre d'art. Et on a fait les biais cognitifs et la finance comportementale avec une boîte qui s'appelle Nalo. D'accord. Et on a un sujet sur l'immobilier qui arrive très bientôt là. Ouais, on a parlé un petit peu de Nalo sur un épisode sur les fintech avec Stéphane Toulieu et Charlie Perrault. Ok, et est-ce qu'il y a d'autres... Je te propose d'être totalement fair et de faire un peu de la pub pour les autres confrères. Il y a d'autres podcasts, puisque moi, je t'ai découvert dans La Martingale de Mathieu Stéphanie. Ouais. Voilà, il y en a d'autres que tu écoutes J'écoute beaucoup La Martingale de Mathieu Stéphanie et son autre podcast Génération Do It Yourself. Ouais. Alors lui qui est pour le coup très long, qui est entre 2 et 3 heures, donc c'est vrai que ça prend pas mal de place. J'essaie d'en écouter 1 ou 2 par semaine des podcasts, donc beaucoup ceux-là. Et après j'écoute essentiellement des podcasts sur la finance perso, immobilier. J'écoute aussi celui Argent Compté d'Anaxago. D'accord, alors de temps en là tu es très très fair play parce que... je trouve qu'il est bien mené. Caroline fait ça très bien. C'est clairement des concurrents. Ouais, alors pour moi, j'ai pas de concurrents, j'ai que des copains ou des confrères ou des partenaires. T'es dans la bienveillance la plus. Complètement.
Donc lui, il est très bien. Donc voilà, principalement. Moi, je le trouve, comment dire, je vais y aller. Hein, pas forcément hyper dynamique, des problématiques plus, pas philosophiques, c'est un bien grand mot, mais voilà, des réflexions beaucoup plus, on va dire, poussées et beaucoup moins dynamiques que la martingale, qui est avec un ton hyper punchy, quoi, je trouve très sympa. Voilà. Ouais, c'est compliqué de comparer quelque chose à la martingale, hein, qui est quand même un niveau au-dessus. Bien sûr. Là, tu fais ça comme depuis longtemps, il fait ça très bien. Il a plus l'habitude par rapport à Caroline Danaxago qui s'est lancée. Alors, je sais plus combien elle en est, mais il faut se mettre en route. Au début, on galère tous. C'est pour ça. Donc, en tout cas, je trouve que c'est bien fait. Ouais. Voilà, principalement. Voilà, moi, j'ai découvert, mais c'est encore différent, Delphine Pinon, je ne sais pas si tu connais, Budget Chéri, puisque moi, voilà, je trouve que l'aspect, mais ça c'est plus mon métier de CGP, c'est qu'on retrouve des gens qui ne font pas leur compte et qui l'effort d'épargne, parfois c'est compliqué. Et elle interroge au travers de son podcast, elle n'est pas forcément que produit de cette idée d'épargner, comment épargner. Parce que ça, c'est un sujet, nous, qui est récurrent, des gens qui gagnent 10 000 euros par mois et qui nous disent qu'ils peuvent mettre 200 euros de côté. Et quand on leur explique qu'ils gagnent réellement 10 000 euros, ils nous disent non, je ne gagne pas autant. On dit, moi, j'ai juste pris vos déclarations d'impôts. Voilà. Et donc, des gens qui ne se rendent pas compte, effectivement, donc allez écouter aussi Budget Chéri de Delphine Pinon. Ouais. Elle est même sympa. Coach, effectivement. Elle a fait même plus que ça. Elle a fait l'étape d'après. Est-ce que c'est bien de conseiller des gens, de dire, tu sais qu'on peut investir dans le vin comme ça, comme ça. Ensuite, il faut peut-être l'étape supplémentaire, c'est de dire voilà concrètement comment tu peux le faire et je vais t'aider à le faire si tu veux. Quoi. C'est un peu le job du CGP. Donc là, je vends ma. Ouais, alors après, le CGP, tu connais mieux que moi, mais je pense qu'on a quand même de moins en moins, j'ai l'impression qu'ils sont accompagnés, conseillés par quelqu'un. On est souvent conseillé par des proches, par quelqu'un de la famille, par un copain de copain qui dit tiens, fais ci, pourquoi pas ça. Et j'ai l'impression que l'épargne maintenant peut être gérée en direct plus facilement parce que c'est plus transparent. Il y a des vrais sujets, c'est un petit peu le thème de l'épisode de cet après-midi que je tourne, c'est sur l'aspect, moi ce que je reproche un peu, et je pense que dans ma question préférée, on a aussi ce travers, c'est d'être exclusivement sur une approche produit. Et que, en fait, le métier du CGP, là, on diverge un petit peu, mais c'est l'approche globale. Et qui a un sujet, notamment, je ne sais pas si tu as vu un petit peu, j'ai un peu rebondi sur un épisode justement de la martingale sur les frais, où on assassine toujours. C'est celui qui a le mieux marché, c'est mon poste. Dès que tu rages, tu as un nombre de vues sur LinkedIn, c'est incroyable. Tu rages avec bienveillance, donc ça va. Oui, ouais. Et du coup, on est effectivement sur une approche produit systématiquement. Et après, je pense que l'industrie, elle donne au client ce qu'il veut recevoir, c'est-à-dire du produit. Donc, tu perds énormément dans cette notion de conseil et d'approche globale. Ce qu'on reproche, et je pense à raison, à beaucoup de mes confrères et consoeurs, qu'on est sur du placement de produits et plus sur l'approche globale. Mais est-ce que, et là, je vais me tirer une balle dans le pied, est-ce que ce n'est pas forcément le client qui est aussi dans cette démarche intellectuelle-là? C'est le produit. Le problème, c'est que souvent, on trouve des super produits pour investir, mais on ne se pose pas assez la question de savoir s'il est vraiment adapté à nous, à notre âge, à notre façon de vivre, à nos projets de vie. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait l'épisode avec Nalo sur avant de trouver des bonnes solutions pour investir, il faut d'abord se poser la question pourquoi on investit, pourquoi, où est-ce que je veux être, comment je me vois, quel âge ont mes enfants, qu'est-ce que je veux faire à 40 ans. Goal-based investment. Exactement. Et ensuite, une fois que j'ai établi ma stratégie d'investissement, là, je vais aller chercher un produit qui correspond à cette stratégie. Et surtout pas dans l'autre sens, parce que c'est le meilleur moyen de faire des erreurs. Bien sûr. Bon, mais là, je pense qu'on a fait quelques minutes, on a bien rincé tout le monde. Je te propose du coup de rentrer dans le vif du sujet et de parler de ton parcours, parce que tu as quand même été dans un master d'exception, je peux comprendre. Le même que moi, c'est pour ça, pour la petite blague. Les plus grands se croisent là-bas. Exactement. La création de Baltis Capital. Et je crois qu'il y a eu des nouvelles fraîches. Il y en a régulièrement maintenant. On arrive à un stade, on a des petites nouvelles régulièrement. Donc effectivement, moi je suis issu plus du monde de l'immobilier au départ. J'ai fait un master à la Sorbonne assez classique au départ, puis après ça immobilier. Et j'ai complété ça avec un master SP à l'IMPI, qui est rattaché à Kedge maintenant, gestion de patrimoine et immobilier, parce que je pense que la formation,
ces deux métiers-là sont très complémentaires Bien et sûr. il y a beaucoup de croisements. Et donc, moi qui avais la connaissance un peu immobilier, j'ai voulu l'étendre à la gestion de patrimoine par curiosité parce que je pensais que j'étais certain que ça servirait. Donc, ça, c'est un master donc, que tu connais très bien, hein, qui est en partie à Bordeaux. C'est aussi sympa de découvrir la ville de Bordeaux. Et ensuite, en alternance à Paris. Et ensuite, j'ai commencé chez CBRE. Je faisais du conseil, conseil bureau sur la défense pour les utilisateurs de bureaux à la défense pendant 2-3 ans. Et ensuite, j'ai rejoint une foncière qui s'appelait Foncière Magellan, enfin qui s'appelle toujours Foncière Magellan, qui se lançait un petit peu à l'époque. Hein, c'était 2014-2015. On était 4-5 seulement à l'époque. Puis moi, je sais, m'ont démarché, m'ont fait des prêts sur du Malraux notamment. Alors c'est possible, ils font beaucoup de choses maintenant, ça a bien évolué depuis 5-6 ans. Et en fait, moi j'avais ouvert le département, on va dire Paris-Île-de-France à l'époque. Donc mais ça a duré assez peu de temps, ça a duré à peine 6 mois, parce qu'en fait, pendant que j'étais donc chez eux, je me suis rendu compte qu'eux avaient beaucoup de super fonds immobiliers, mais tous accessibles à 150 000 euros. Ouais. Et moi, je me suis dit, c'est dommage, j'ai pas 150 000 euros. Pourtant, j'aimerais bien avoir accès à des belles solutions d'investissement, clés en main, bien structurées. Donc, j'ai commencé à appeler un ami en disant, t'as pas un peu d'argent de côté? Moi, j'avais 5 000 euros de côté, ce qui est déjà bien. J'ai appelé un ami, je lui ai dit, t'as pas 5 000 euros de côté aussi? Il me dit, si, j'ai 5 000. Puis j'ai appelé un deuxième ami, un troisième ami, un quatrième ami. Puis après, j'ai fait, ok, laisse tomber, c'est trop compliqué de rappeler tout le monde. Et un soir, je dînais avec un de mes copains qui a monté le site lepotcommun.fr, le site de cagnotte en ligne. Ouais. Et là, j'ai eu un petit déclic en disant, en fait, il faut créer le pot commun de l'immobilier, où chacun mettra un petit peu d'argent à la hauteur de ses moyens. On achètera de l'immobilier, puis on se partagera les loyers chaque mois au prorata de ce qu'on a mis, quoi. Et donc là, j'ai quitté Foncière Magellan comme ça, pour monter cette espèce de site. Au départ, il n'y avait pas tellement de solutions, de cagnotte en ligne pour investir dans l'immobilier, quoi. Donc on a commencé de manière un peu artisanale où chacun mettait un petit peu d'argent, 5 000 par-ci, 1 000 par-là, 6 000 par-là, puis on achetait des biens immobiliers, on se partageait les loyers. Ensuite, l'AMF nous a créé un agrément officiel qu'on a obtenu. Et maintenant, on l'a bien industrialisé parce que le site, on collecte en ligne, on paye en ligne, on signe en ligne, on vote en ligne quand il y a des AG. Donc maintenant, c'est un peu industrialisé. On fait de l'appel public à l'épargne sur Internet. Donc c'est ouvert à tout le monde à partir de 1 000 euros. Et on a des opérations où il y a 200, 300, 400 personnes. Donc on a toujours le même business model de rendre l'immobilier accessible à partir de 1 000 euros en quelques clics depuis chez soi et pour accéder à des biens immobiliers auxquels on n'aurait pas accès tout seul, quoi. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle le crowdfunding immobilier. Et c'est maintenant ce qu'on appelle le crowdfunding immobilier. Au départ, on ne savait pas parce qu'il n'y avait pas tellement de définition. Alors moi, j'appelais ça de l'investissement. Alors on avait comme le mot participatif qui existait déjà pas mal avec les sites comme Ulule, KissKissBankBank qui faisaient du participatif. Alors là, c'était du prêt. Donc en gros, on faisait de l'investissement locatif participatif. On trouvait ça comme ça. Et après ça, le crowdfunding immobilier est arrivé en France, en Europe d'abord, puis en France. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, on faisait du crowdfunding aussi immobilier pour permettre à la foule d'investir dans l'immobilier. Donc concrètement, moi je suis un professionnel, je ne sais pas, un restaurateur. J'ai vu que vous avez fait des boulangeries, des restaurants notamment. Je suis restaurateur, j'ai une difficulté avec ma banque pour me financer, pour acheter les murs. Et toi, ton job, c'est concentrer des investisseurs qui vont en fait m'accompagner financièrement dans l'achat de ces murs contre rémunération, c'est ça? Donc nous, alors, effectivement, on n'achète déjà que les murs, que l'immobilier. C'est-à-dire qu'on a après un locataire, un restaurateur qui exploite. Donc on n'est pas là pour financer les exploitants comme le font les plateformes de prêt principalement. Nous, on achète l'immobilier, donc on a une vision investisseur. Donc soit, alors comme je disais, on achète essentiellement des locaux commerciaux. Donc effectivement, boulangerie, restaurant, pharmacie. Crèche, on va faire, si tu veux bien, en fin de podcast, un point post-Covid sur le marché du commerce. Ouais, donc on n'achète que des locaux commerciaux qui sont occupés par un locataire qui lui paye des loyers de manière très traditionnelle. Et on achète alors soit à un investisseur qui vend son local pour X raisons et on lui rachète. Et de plus en plus, on essaye de donner accès à l'exploitant pour qu'il puisse acheter ses murs. Donc en fait, on les co-achète avec lui. D'accord. On essaye de les co-acheter avec lui en lui disant il n'a peut-être pas forcément les moyens d'acheter tout seul maintenant. Donc nous, on va lui permettre d'investir 10, 20 ou 30%, de chaque année monter un peu sa participation pour que dans 6, 7 ans ou 8 ans, il soit 100% propriétaire de ses murs. D'accord. Ça, on essaie de le faire. Mais sinon, le 90% des acquisitions, c'est on achète de manière très traditionnelle à un vendeur très traditionnel et on récupère le bien occupé par le locataire. D'accord. Toi, tu récupères le bien, donc tu collectes les loyers.
Donc nous, on achète, imaginons le local vaut 100, Ouais. on apporte 30 au départ, la banque nous prête 70. D'accord, donc là on rentre dans l'idée d'effet de levier. Là, c'est l'effet de levier. Donc C'est la question que j'allais te poser. Moi, ce que je pensais dans le crowdfunding, le sujet, c'est que je ne vais pas voir ma banque pour me financer mon opération, prendre des parts sur Baltis. Donc, je ne peux pas bénéficier de l'effet de levier. Mais toi, ce que tu dis, c'est que tu fais pour l'investisseur en prenant du levier. Donc, j'anticipe une question qui a été celle des risques. Ouais. Qui dit levier, je peux me retrouver, mettons, avec peut-être plus avec, je sais pas, on va en parler plus tard, mais est-ce que tu fais des opérations de marchand de biens, des choses comme ça, ou pas du tout? Alors on en fait, alors ça c'est encore un autre métier, mais sur la partie sur la partie investissement avec effet de levier, donc on apporte 30% au départ. Ok. On a souvent des différés de crédit, le locataire paye trimestriellement d'avance, on a beaucoup de trésorerie d'avance, donc logiquement on a presque 1 an de loyer d'avance dans chacune des opérations. Ok. Comme ça c'est assez confortable pour tout le monde. Et ensuite effectivement le locataire paye ses loyers, ce qui nous sert à rembourser le prêt chaque mois. Donc c'est des opérations qui s'autofinancent chaque année. Donc on ne distribue rien à l'investisseur pendant la durée du projet. Et l'investisseur récupère un potentiel gain à l'issue du projet quand on revend le local. D'accord. Donc, les performances sont liées à une plus-value future? Même pas, parce que finalement, nous, on fait l'hypothèse qu'on revend au même prix. En fait, le gain, il se fait grâce à l'effet de levier. Si on revend dans 7 ans, comme on finance sur 15 ans, on a remboursé de la moitié du prêt. Donc, si on a emprunté 600 000 euros, on a remboursé 300 000 euros en 7 ans, on a créé 300 000 euros de valeur. Donc, même si on revend au même prix, voire même moins cher, on a quand même créé 300 000 euros de valeur parce que les loyers nous ont fait rembourser 300 000. Ok. Tu disais du coup que tu étais entre guillemets encadré par l'AMF. Ouais. Donc du coup, c'est même pas entre guillemets, c'est carrément encadré. Oui. C'est un abus de langage. Ouais. Mais ce qui nous amène à faire le petit disclaimer classique que voilà, on parle de performances passées, si on évoque notamment les performances chez Baltis, et que ça ne prévaut pas sur les performances futures, et qu'il n'y a pas de risque élevé, il n'y a pas de performance élevée, lapsus, sans risque élevé. Tout à fait, c'est bien de le rappeler. Exactement, et ça c'est important. Donc là, ce que tu dis, c'est que effectivement, la performance va être surtout liée à l'effet de levier. Ouais. C'est ça. Et après, effectivement, si on fait une plus-value à la revente, c'est le petit bonus en plus. Voilà, chaque investisseur se partage la plus-value au prorata. Au prorata, d'accord. Et en général, vous, dans ce genre d'opération, vous intervenez à quelle hauteur en pourcentage? Vous avez 10, 15% de l'actif, plus? Qui nous, Baltis? Ouais. Nous, alors on est co-investisseurs, mais de ultra minoritaires dans chacune des opérations. D'accord. On est entre 1 et 5% maximum. Ouais. D'accord, parce que réglementairement parlant, il y a... On peut aller jusqu'à 20% en termes de réglementation. Après, on n'a pas forcément les fonds pour aller dans tout. Comme on essaie de le faire dans chacun des projets, on est plutôt là pour, alors dire qu'on y croit, donc on met quand même un petit peu d'argent aussi aux mêmes conditions que les investisseurs. 2, pour compléter les collectes. Quand on cherche 287 000 euros, on arrive rarement à 287 piles, donc on est là pour compléter. Tu mets les 7 000 Les 7 ou les 17, ou parfois, comme en fait c'est à partir de 1 000 euros, et après ça c'est des tranches de 1 euro. D'accord, c'est la question que j'allais te poser. Il y a quelqu'un qui peut mettre 1 333 s'il veut. Donc en fait on a toujours des chiffres pas très ronds, donc nous on investit pour compléter les collectes. Ouais. Okay. Et le dernier point aussi, pour la raison pour laquelle on investit, c'est que les investisseurs ont le droit de sortir en cours de route. Donc là, il y a un marché de gré à gré qui s'organise. Donc ça veut dire que nous, on s'occupe de trouver quelqu'un qui remplace ma question, qui veut sortir. Du coup, il y a un risque de liquidité. Il faut informer les auditeurs que toi, j'organise tout ça. C'est pas garanti. C'est pas garanti, mais ce qu'on peut retrouver sur une autre classe d'actifs plus connue qui sont les SCPI, c'est pareil. On a beau dire qu'il y a du capital variable, mais s'il n'y a personne en face pour prendre les parts, c'est pareil, on peut se retrouver bloqué. Donc ça, c'est effectivement risque en perte en capital. Perte en capital, c'est si on revend beaucoup moins cher, ou si le locataire est parti, on n'a pas retrouvé, on a mis beaucoup de temps à retrouver. D'accord. On vend moins cher, on peut récupérer moins. Et techniquement, moi, je parlais de ça sur un épisode avec Florida Invest, qui a un peu un système, sauf que lui, il donne du loyer et de la plus-value. Et je me posais la question, est-ce que tu t'autorises, en informant bien sûr les investisseurs, de se dire... on devait sortir, je ne sais pas, c'est quoi, 5 ans? C'est 6 ans. 6 ans. Ouais. On n'est pas dans un contexte favorable.
soit on acte, toi tu préfères acter une moins-value, une perte en capital tout de suite, ou tu vas dire aux gens, on va peut-être prendre 2 ans de plus pour éviter la moins-value parce qu'on pense qu'on est dans un marché qui va repartir à la hausse. Ouais, Comment exact. tu gères ça? On gère ça, alors nous on organise tout ça, on est comme en éco-associé, on a des intérêts qui sont très, très alignés, hein, donc forcément nous on n'a pas non plus envie de perdre. Donc dans ce cas-là, si jamais au le moment où on a prévu de déboucler l'opération, c'est pas le moment parce qu'on est dans le creux de la vague, effectivement on dira on décale d'1 an, ou d'1 an et demi ou de 2 ans, sachant que les projets sont structurés sur 15 ans, qu'on finance sur 15 ans, donc quoi qu'il arrive, le projet est viable pendant 15 ans. Il s'autofinance pendant 15 ans, donc même si tout le monde décide non, personne ne veut vendre, on veut tous rester encore 6 ans, on recommence pour 6 ans, quoi. Et si on a un ou deux qui veut sortir, on organise le marché secondaire pour le faire sortir. Donc soit c'est un investisseur de l'opération qui rachète, parce qu'il est prioritaire. Donc Baltis aussi, on est aussi prioritaire au même titre que les autres. Soit personne n'est intéressé pour acheter et on fait rentrer quelqu'un d'extérieur. D'accord. Et dans le cas de l'exemple notamment sur la boulangerie que vous avez fait à Lille, est-ce qu'il y a une priorité au boulanger qui se dit là finalement ma structure marche bien et j'avais peut-être pas les fonds pour financer totalement l'acquisition des murs il y a 4-5 ans, maintenant je les ai, est-ce qu'il y a une possibilité de racheter les parts des autres? Alors en tout cas déjà, la loi oblige, quand on vend un local commercial occupé, à proposer en priorité aux locataires. D'accord. Ça, c'est la loi Pinel. C'est une loi qui a été faite, qui est bien faite, que ça permet aux commerçants de reprendre la main sur son immobilier s'il veut. Donc, en tout cas, si on vend l'actif, on est obligé de lui proposer en priorité. Et ensuite, nous, on a une relation très proche avec tous nos locataires. Parce que, quand on lance les collectes, on propose aux locataires d'investir. On propose aux vendeurs de réinvestir le fruit de la vente qui va toucher plus tard. On en a quelques vendeurs un peu nostalgiques qui vendaient un peu par contrainte et qui ont dit moi j'adore ce local, je suis prêt à remettre un petit bout. Qui avait dedans. besoin peut-être de fonds. Qui avait besoin des fonds, mais pas la totalité. Et donc on a pas mal de vendeurs. On a eu 3-4 opérations où les vendeurs ont remis dans la collecte et du coup ils ont gardé un petit bout. Ce qui nous rassure de se dire et s'ils nous vendent, c'est qu'il n'y a pas un problème sur le dossier, ils récupèrent. S'il y a un problème sur de l'immobilier, sur la copro ou autre, il connaît bien le dossier, donc il peut peut-être nous aider. Donc on aime bien avoir En fait, on propose à toute la chaîne, on propose aux banquiers, aux notaires, aux vendeurs, aux locataires d'investir dans la collecte pour fédérer tous les gens qui ont bossé sur le dossier. Et donc le locataire, on lui propose dès le départ, dès l'ouverture de la collecte. En cours de route aussi, si jamais quelqu'un veut sortir, on lui dit sachez que vous pouvez reprendre 2, 3, 4, 10% de vos murs et donc récupérer indirectement vos loyers. Mais bon, c'est encore un peu compliqué, il y a beaucoup de pédagogie à faire, donc on n'a pas beaucoup d'exemples où les locataires ont investi, mais ça commence doucement. On y arrive. Et le ticket à peu près moyen d'une opération que vous visez, est-ce qu'il y a des sujets, un peu moi c'est ce que je reproche à certaines SCPI qui collectent beaucoup, c'est qu'elles achètent forcément des actifs de gros volume parce qu'elles ne peuvent pas multiplier les lignes en termes de gestion. Est-ce qu'il y a un montant, une opération, je dis peut-être n'importe quoi, mais voilà, au-dessous de 500, c'est peut-être pas forcément rentable, mais au-dessus d'1 million, ça l'est plus non plus. Est-ce qu'il y a une cible de prix que vous visez? Nous, le positionnement, il est assez clair. C'est qu'on est pile dans la fourchette qui n'intéresse pas les SCPI parce que c'est trop gros. Enfin, c'est trop petit pour eux. Ouais, d'accord. Et ça n'intéresse pas les particuliers parce que c'est trop gros pour eux. Un particulier va acheter un dossier à 200, 300, 400 grand maximum. La SCPI descend en dessous d'1 million, comme tu disais, c'est assez rare. Nous, on se positionne en gros entre 400 000 et 800 000, là où il y a un peu un trou. C'est-à-dire que soit c'est de la foncière familiale qui l'achète, mais c'est ni un professionnel ni un particulier. Donc on est un peu au milieu. Donc en gros, l'opération type, c'est 600 000 euros. On collecte 200 000, on emprunte 400 000. D'accord. Et ça s'autofinance. Les partenaires bancaires, vous travaillez avec qui? On travaille beaucoup avec la caisse d'épargne, avec qui on a obtenu une ligne de crédit, donc un contrat cadre pour nos acquisitions, sous réserve de respecter certaines conditions, dont l'apport de 30%, dont un commerce, etc. On a une ligne de crédit chaque année avec eux. Ça se passe très bien, mais ça, on a mis 5-6 ans à l'obtenir. C'est-à-dire que les premières opérations, on les a fait sans dette, parce que les banques ne suivaient pas. Oui, donc, on les a fait en distribution. C'est-à-dire qu'on distribue les loyers tous les ans aux investisseurs. Mais du coup, il n'y a pas d'effet de levier, donc c'est un petit peu moins intéressant financièrement. Ouais. D'accord. Donc là, en revanche, quand il n'y a pas d'effet de levier, tu distribues
à l'investisseur. Les écarts de rentabilité sur les deux projets avec et sans effet de levier, c'est... Ouais, alors il faut distinguer du coup rendement, rentabilité. Un Bien rendement, sûr. c'est ce qu'on distribue tous les mois, trimestres ou années. Donc ça, sur les projets sans dette, on est entre 5,5 et 6,5 de rendement net de frais avant impôt. Ok. Euh, On va faire un petit point fiscal après. ouais. Et ensuite, sur l'effet de levier, donc là on parle plus de rentabilité, on est entre 9 et 11% par an, D'accord. donc versé in fine à la fin du projet. Ok. D'où, et on le redit, un peu plus de risque sur la partie effet de levier, d'où l'espérance de rémunération qui doit rémunérer cette prime de risque. Donc, C'est le risque, mais c'est surtout l'effet de levier bancaire, comme on disait tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire qu'on rembourse un prêt avec de l'argent qui n'est pas à nous, parce que c'est l'argent du locataire qui nous rembourse notre prêt. Donc bien sûr. ça se crée comme ça la valeur. Ouais. Mais il y a un écart comment dire, de rentabilité aussi pour l'investisseur, parce que on va dire dans le type d'investissement où il a les loyers tout de suite, car pas d'endettement, au moins il a une vision, on va dire, un peu plus certaine de son retour sur investissement. Et surtout qu'il peut réinvestir. Et donc, En dividende. Voilà, il peut réinvestir dans un autre projet, donc retoucher du rendement aussi, et donc faire Ça- son propre effet de levier. Ouais. Ça, techniquement, toi, tu peux le faire au niveau administratif, c'est-à-dire que une fois, mais c'est 1 000 euros, c'est ça, tu Ouais, disais 1 000 euros. 1 000 euros, une fois que j'ai investi 1 000 euros, je peux, sur la même opération, je dois toujours remettre par tranche de 1 000 ou comment ça Alors se en passe? fait, nous, on a fait le choix justement un peu inverse de la SCPI en disant un projet, c'est un commerce. Une fois que c'est clôturé, on passe au suivant. D'accord. Ça veut dire qu'on collecte que quand on a un projet qui est identifié. Si on n'a pas de Ok. projet, on ne collecte pas. Comme ça, on ne se sent pas obligé d'investir ou un peu forcé d'investir. Donc tant qu'il n'y a pas de projet, s'il n'y a pas de projet pendant un mois, on ne collecte rien pendant un mois. Quoi. Donc ensuite, nous, on verse donc des dividendes aux investisseurs. Les loyers sont versés sous forme de dividendes. Et ensuite, chaque investisseur a un petit portefeuille électronique sur Baltis sur lequel on verse ces dividendes-là. Et après, libre à lui soit de les récupérer à titre perso, soit de les réinvestir dans un projet suivant, sous réserve qu'il ait au moins du coup 1 000 euros, parce que c'est le ticket minimum sur tous les projets. D'accord. Donc il peut les réinvestir. Solution à laquelle je pensais, mais attention, je tiens à le dire, ce n'est absolument pas un conseil. C'est quelqu'un qui va être frileux, et on va revenir sur les risques de faillite du commerçant, voilà, plein de choses avec le Covid. Il a un capital. Je sais que vous distribuez aussi des SCPI, c'est ce que j'ai vu sur votre site. Ça, c'est une petite info que je dois garder pour toi aujourd'hui. On vient de commencer ça là, c'est tout récent. Ok, ben, je me suis baladé sur le site. Du coup, peut-être souscription sur de la SCPI, mais en revanche, les loyers de la SCPI, peut-être investir sur des opérations de crowdfunding. Comme ça, si le risque est avéré sur une opération de crowdfunding, on perd juste le loyer de la SCPI. Pourquoi pas. Après, voilà, c'est juste pour booster un peu le... Ouais, ou faut pas qu'on tombe dans l'usine à gaz non plus, mais... Non, mais c'est... Il y a plusieurs stratégies. Nous, on a lancé cette partie SCPI parce qu'on trouve que c'est assez complémentaire avec ce qu'on fait. Parce qu'en fait, quand on propose un dossier d'une boulangerie, par exemple, prenez l'exemple d'une boulangerie à Lille, nous, on a une forte conviction sur l'investissement local. Donc, on essaie d'avoir un maximum de Lillois qui investissent. Pour dire, investissez dans votre ville, dans votre rue, dans votre quartier, dans votre pâté de maison, et allez consommer plutôt dans cette boulangerie-là plutôt que dans celle d'à côté. Comme ça, votre boulanger va mieux marcher, il paiera peut-être mieux ses loyers et tout le monde est gagnant. C'est un immobilier assez circulaire qu'on souhaite créer. En termes de stats, on a 40% des gens qui investissent dans un projet dans lequel ils ont une affinité. Donc soit ils habitent, soit ils ont fait leurs études, soit ils passent leurs vacances, soit leurs parents habitent. En tout cas, ils connaissent un petit peu le lieu. Potentiellement, ils passent voir avant le commerce. Ils vont discuter avec le boulanger avant d'investir. Et ensuite, ils se disent, voilà, j'ai investi, j'ai 5% de cette boulangerie-là, c'est un peu à moi. On a fait quelques partenariats avec des locataires où même quand tu vas consommer dans le local, dans le commerce dans lequel tu as investi, tu as une réduction. D'accord. Par exemple, on a une poissonnerie à Lille. Tous ceux qui vont consommer dans cette poissonnerie, ils ont 10% de réduction sur leur poisson. Les gens qui ont investi... Ils ont une petite carte. Voilà, je suis investisseur de cette poissonnerie. C'est un peu chez moi. C'est un peu comme le Monopoly. Je vais payer un peu moins cher que les autres. Le poissonnier est content d'avoir des nouveaux clients qu'il n'aurait peut-être pas capté. L'investisseur est content d'avoir une petite réduction. Et en fait, tout le monde est gagnant. C'est assez sympa. Et ça, on essaie de le faire avec chaque locataire. Ouais. Non, mais anecdote rigolote, c'est un bien grand mot, mais comme je le dis à chaque podcast, je suis originaire de Mont-de-Marsan, dans les Landes.
Et sur une SCPI qui est immorante, Ouais. que tu connais, notamment de commerce, les actifs sont classés par ville. Et j'étais du coup avec un Montois. Et on a vu qu'il y avait un actif à Mont-de-Marsan. Et le locataire, c'était le LCL, la banque depuis 40 ans de ce client-là. Ok. Donc il allait voir son banquier en lui disant, écoutez, il va falloir, monsieur le banquier, il va falloir payer le loyer parce que je suis au... Vous êtes chez moi. J'ai un pouillème de tantième de... Voilà, mais vous êtes chez moi. Donc effectivement, c'est un peu cette idée-là. On parlait du coup de performance, mais c'est des performances brutes. Peux nous parler un petit peu de fiscalité? Ouais. Donc effectivement, c'est brut. Alors c'est net de frais de gestion, Ok, net, c'est ce net que de je tout. C'est-à-dire touche. c'est ce qu'on te verse, ce qu'on te versera si tout se passe bien. Mm. Encore une fois, c'est pas garanti, mais en tout cas, c'est ce qui est prévu. Ensuite, donc on te verse des dividendes. Le gros avantage de tous les projets, c'est qu'ils sont éligibles au PEA ou au PA, PME ou aux deux. D'accord. Donc ça veut dire que tu peux investir depuis ton PEA dans certains de nos projets. Tu fais un petit point avantage fiscal du PEA? Ouais. Alors le PEA, c'est le plan d'épargne action. Mm. J'encourage tout le monde à l'ouvrir. Si vous n'en avez pas, ouvrez-en rapidement parce que C'est une il y a super une histoire de enveloppe fiscale. ouais, et la fiscalité est liée à la date d'ouverture, pas la date de l'investissement, donc à la date d'ouverture. Donc ouvrez-le, mettez 50 € dessus et puis attendez de trouver un bon investissement. Donc ouvrez-le, prenez date. Ensuite, dans ce PEA, vous pouvez investir dans pas mal de choses. Donc, évidemment, des actions cotées, donc acheter des actions d'LVMH, de L'Oréal, de Danone, de Faut que manière ça très soit traditionnelle, européen ou français. que ce soit européen ou français. Donc des actions, des titres non cotés. Donc le non coté, c'est tout ce qui n'est pas coté en bourse. Donc c'est soit des startups qui font des levées de fonds, ou soit certains projets immobiliers comme nous, dans lesquels on peut investir via son PEA. Et le gros avantage du PEA, c'est que tous les gains qui sont versés dans le PEA ne sont pas imposés tant qu'ils restent sur leur PEA. Donc, si je te verse 100 € de dividendes sur ton PEA, si tu décides de les réinvestir dans un autre projet, Je fais un paye zéro. investissement. Voilà, tu réinvestis 100 et tu payes 0. Et tu fais ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, T'as jusqu'à l'effet boule de neige. voilà, jusqu'à créer un gros, Les une intérêts belle enveloppe. composés. Voilà. Et le jour où tu récupères ça à titre sur ton compte, parce qu'à un moment c'est bien de gagner de l'argent entre guillemets virtuel, mais d'en profiter un jour ou de le transmettre à quelqu'un, dans ce cas-là, tu payeras que les prélèvements sociaux à 17,2%. Donc ça veut dire qu'en fait, l'impôt, si tu passes par un PEA, si tu veux le compter dès maintenant, c'est 17,2 versus une flat tax ou versus l'IR qui peut être encore plus élevé, quoi. Ouais. Donc La on taxe encourage. à 30%. Voilà, 30%. Donc ça, tu divises presque par deux ton imposition. Donc PEA, PME, tu peux aussi investir via une personne morale, via une société, donc une SCI, une SARL, n'importe quelle société. Vous avez des clients qui gèrent de la trésor Ça commence, ouais. d'entreprise un petit peu sur... Ça commence parce qu'on a lancé il y a 8 mois, en janvier, une solution pour investir et financer des promoteurs et des marchands de biens. Ouais. Et ça, généralement, c'est sur 1 an ou 1 an et demi. D'accord. Donc ça plaît Tu aux peux nous entreprises. faire le détail du coup? Donc là, on a vu, c'était de la détention d'actifs, un locataire, ainsi de suite. Là, c'est quoi? C'est de l'achat-revente? Donc là, finalement, l'investissement 6 ans, c'est du locatif moyen-long terme, financé par une banque dont on maîtrise, on achète un commerce, ça tourne tout seul et on se revoit dans 6-7 ans a priori, quoi. Donc ça, c'est stratégie moyen-long terme. On a voulu compléter cette gamme d'investissement avec du court terme. Notamment, on s'est posé la question pendant tous ces nombreux confinements, en se disant on ne sait pas trop où on va essayer de proposer une solution d'investissement lisible dans le temps, où on investit sur 1 an en moyenne. C'est-à-dire que tu investis là en septembre 2021, en septembre 2022, tu récupères tes gains. Si tu n'en as pas besoin, tu les réinvestis, tu recommences. Si tu en as besoin, au moins tu les as récupérés. Et donc ça, c'est une autre facette du crowdfunding immobilier. Tu peux reprendre la durée? Généralement, c'est on va dire, si on va être large, entre 6 mois et 36 mois. D'accord. En moyenne, c'est 12 mois. Donc c'est 1 an. D'accord. Et 1 an, en fait, là, on finance du coup des promoteurs ou des marchands de biens qui ont des besoins de fonds propres. C'est-à-dire qu'un promoteur, un marchand, il est financé par la banque et la banque lui demande un petit peu d'apport au départ. Donc nous, on vient financer ce petit bout d'apport au départ. Et généralement, il sert à rénover un immeuble, à restructurer ou à construire même un immeuble, à acheter vide, louer et revendre pour faire du marchand de biens. Donc nous, on lui prête de l'argent sur une durée d'1 an ou 1 an et demi. Il fait son projet et dans 1 an, 1 an et demi, il nous rend le capital plus les intérêts. Et donc les investisseurs récupèrent contractuellement à une date qui est prévue, quoi.
Et en général, ils vendent quoi à la découpe ou ça peut être un seul actif qui restaure, rénove En fait, peu importe revend un peu ce qu'il fait, c'est-à-dire que nous, on lui finance son projet. Après, libre à lui Ok. de le faire un peu comme il veut, ses travaux, il découpe, il scinde, il fait du développement foncier, il restructure, il extension, permis de construire. Enfin, il fait un peu ce qu'il veut de son projet. Alors évidemment, on le sait à l'avance, ce qu'il fait. Il achète tel bien pour en faire ça, ça, ça. Nous, on lui prête 300 000 euros. Il fait son projet. Et dans un an, il nous rend 300 000 euros plus 30 000 euros d'intérêt, si c'est à 10% par exemple. Et au moins, les gens récupèrent l'argent sur leur petit portefeuille électronique Baltis. Et s'ils n'en ont pas besoin, ils réinvestissent dans un projet suivant. D'accord. Donc ça, Ok. c'est très lisible parce que c'est court terme et ça plaît aussi beaucoup de plus en plus, et notamment aux entreprises qui ont un peu de trésorerie, qui ne veulent pas s'engager sur du 6 ans, parce que 6 ans, c'est quand même très très long pour une boîte. Ouais, On sait en pas trop où on va. trésor, quand on la bloque 6 Ouais. ans, on en aura peut-être besoin. Ouais. C'est un recrutement, un Covid 4 ou 5 qui arrive. Donc on se dit, voilà, sur un an, j'ai un peu de visibilité, je peux mettre un peu de trésor. Surtout qu'on peut mettre en place le régime mère-fille. Donc ça doit parler à tous ceux qui ont des entreprises où fiscalement c'est très intéressant pour les boîtes qui investissent dans nos projets. Donc on a de plus en plus, même des SCI, tu vois, des SCI où tu as pas mal de trésorerie. Tu investis sur un an, en gros tu boostes un peu ta trésorerie et tu récupères ça dans un an. Ouais. Ok. Donc oui, on a vu donc là marchand de biens, détention. Le risque sur le marchand de biens, c'est qu'il se retrouve collé. Il n'arrive pas à vendre. Ouais, alors nous on a décidé de financer que les promoteurs au-dessus, ou les marchands de biens, qui ensuite font redescendre dans leur projet. Donc D'accord. sur le papier, en tout cas, si le projet capote pour X raison, parce que le permis coince ou il n'arrive pas à revendre, nous on a financé au-dessus. Donc il doit quand même contractuellement nous rembourser à la date qui est prévue. Oui, d'accord, ok, contractuellement, mais Donc après, s'il y a un autre projet qui a super bien marché, il a dégagé une belle marge, il peut nous rembourser grâce à ça. On ne finance pas le projet en lui-même, on finance le promoteur qui fait descendre. Et ça change pas mal de choses. ouais, donc là tu fais de l'audit comptable sur le promoteur, ses fonds Non. propres. C'est quoi? C'est plutôt des promoteurs locaux, des gros, on va dire, mi-locaux, mi-nationaux. C'est quoi comme type Ouais, de non, c'est des promoteur? régionaux. C'est des régionaux, c'est des petits qui font 10 projets par an, qui n'ont pas les fonds Ok. propres pour en faire plus. Alors 10, c'est déjà très bien, et qui se disent en faisant appel aux participatifs comme nous, comme un Axago ou autre, on va compléter ces fonds propres-là pour passer de 10 projets à 15 projets et du coup Ok. booster l'activité de la boîte. Ouais. Ouais, j'avais une question pour revenir sur les SCPI que vous proposez. Tu parles d'Anaxago ou d'autres qui proposent aussi des SCPI. Moi, tu vois, on va dire que je suis malsain, mais je me suis dit pourquoi ils proposent des SCPI? C'est parce qu'au final, il n'y a pas assez de projets. Non, Et c'est pas parce que la raison, elle est différente, c'est que du coup maintenant on a des projets très court terme, 1 an, on a des projets moyen terme, 6 ans, et on voulait proposer des projets très long terme, plus de 10 ans. Et donc ça, ce qui nous a semblé assez pertinent, c'est la SCPI, parce que c'est quand même du très long terme. On conseille souvent de faire du 8-10 ans minimum. bien sûr. C'est même encore plus long terme. Sauf que la SCPI, moi j'ai toujours été un peu réticent à ça, parce que je trouve que c'est très, très opaque. On ne sait pas vraiment dans quoi on investit, on n'a pas tellement de pouvoir, on n'a pas tellement de conviction. Je trouve que c'est plus du financier que de l'immobilier. Donc au début, je Ça, suis c'est assez un réticent. éternel débat. C'est quand tu vois les grosses SCPI qui ont 400 lignes, en fait, tu te dis, en fait, ils ont financiarisé l'immobilier, donc en gros, c'est un placement financier. Il y a un sous-jacent immobilier peut-être, mais en tout cas, c'est plus du financier. Et donc, on a audité toutes les SCPI qui existent, je crois qu'il y en a à peu près 200, pour savoir qu'est-ce qu'elles achètent, qui gère ça, comment, est-ce qu'elles sont diversifiées ou spécialisées, etc. Et on en a sélectionné 3, uniquement 3, qui semblent alignés avec ce qu'on voulait et alignés avec nos convictions, qui sont qui investissent uniquement en France. Comme on aime bien l'investissement local, donc on voulait que des investissements en France. Des petites sociétés, des sociétés de gestion à taille humaine, assez réactives, à 30-40 personnes avec qui on s'entend bien. Et on voulait surtout des SCPI spécialisés dans une classe d'actifs. Donc on en a 3. On a l'immobilier de santé, avec la foncière des praticiens, qui est gérée par Foncière Magellan, qui achète des hôpitaux, des cliniques, des maisons médicales, etc. Donc, classe d'actifs très ciblée. On a Activimo de Alderan, donc logistique urbaine. On embrasse Pauline Collet. Exactement, on embrasse Pauline, qui est donc très spécialisée, donc le locaux d'activité, logistique urbaine, etc. Donc classe actifs. Et ensuite, on a Sogénial avec Cœur de Ville, qui achète que des locaux commerciaux, qui a la même stratégie d'investissement que Baltis. Tu m'as fait un petit reminder, je crois que ça fait 1 mois que je leur ai pas envoyé la convention de partenariat. Ils doivent me détester. Voilà Philippe qui nous écoute aussi, peut-être Philippe Casalo. Exactement, très sympa. J'ai fait une visio avec lui, mais effectivement, je vais régler ça avant de partir en vacances, promis.
Donc ça, c'est donc que des commerces. Donc c'est la santé, la logistique et les commerces qui sont pour nous des classes actifs assez porteuses. Et donc ça, on le propose sur notre site, pareil, en 3 clics. On peut souscrire à ces SCPI directement sans quitter l'interface de Baltis. Donc ça veut dire qu'on peut faire un peu de court terme, un peu de moyen terme, un peu de long terme. On a noué quelques partenariats aussi avec des courtiers, des banquiers pour financer à crédit ces SCPI. On les propose aussi en démembrement. Ok, pour les super. clients. Voilà, Donc maintenant, on a toute la palette. Tout ce que propose MP Gestion, en gros. Voilà. Donc vous choisissez avec qui vous voulez bosser. Du coup, simplement pour revenir encore une fois sur la liquidité, c'est l'emplacement véritablement, ton credo quand tu choisis un projet. Et je me disais également que tu as l'émergence de plateformes un petit peu. Et qu'il y a des business, et j'en parlais, mais j'ai oublié de parler de son podcast qui est très très bien. Je suis intervenu, c'est Club Deal de Loïc Audet de chez ImmoCities. Et en fait, je pense qu'ils ont un souci, c'est le nombre de biens à trouver. Et je me demande si vous, c'est pas aussi. Je pense que le client, contrairement au CGP, voilà, le digital fait son taf et je pense que les souscripteurs, c'est pas ce qui doit manquer. C'est plutôt des projets avec des belles localisations et je me demande, est-ce que du coup, pour pas faire un peu un nombre de projets réduit sur ton portail, est-ce qu'il n'y aura pas une tentation d'aller voir des trucs qu'il y a quand il y avait moins de concurrence, tu aurais à peine regardé, que tu as balayé d'un revers de main et que là tu te dis, parce qu'il faut quand même donner de la matière aux investisseurs, non? Il n'y a pas ce risque-là? Il faut trouver un juste équilibre parce que certes, il faut quand même qu'on fasse des affaires, entre guillemets, hein, qu'on propose des opérations pour gagner notre vie aussi, pour payer les salariés, nos loyers, enfin nos payer nos charges. Donc quoi qu'il aille, il faut quand même qu'il y ait des opérations régulières sur le site. Mais on a ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas en collecte permanence, donc on n'est pas obligé d'acheter. Oui. Donc, si jamais, encore une fois, il y a un. Et qu'il y a un travers de la SCPI, pour le coup. Voilà, qui peut être un travers. Ça dépend des SCPI. Quand tu es une SCPI justement bien spécialisée dans la santé, si tu achètes des parkings au Portugal, ça va se voir, quoi. Donc tu vas rester sur ta ligne directive. Ou si tu achètes des bureaux et que tu passes à 75% de santé, ouais, j'en vise aucune, mais voilà. Alors après, oui, tu peux te dire j'alloue un petit peu, soit pour booster le rendement, soit pour sécuriser un peu plus le rendement. Pourquoi pas, mais en tout cas, nous, s'il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de projet, on ne collecte pas. Donc c'est qu'on n'est pas obligé d'investir. Et ensuite, plus le temps passe, plus on a un réseau d'apporteurs d'affaires assez gros aussi, donc plus on a des opérations régulières. Ça, c'était une question, c'est comment tu fais le sourcing? C'est des partenaires. Moi, je pars du principe que, chacun son métier. Il y en a qui sont très forts pour trouver des belles opportunités, donc on les laisse faire. Moi, je suis ravi de rémunérer ces gens-là pour leur travail. Je suis plutôt pour, je comprends toujours pas pourquoi les gens veulent absolument éviter les intermédiaires, alors que pour moi, il vaut mieux payer quelqu'un un peu cher, mais avoir un super produit, que ne pas payer quelqu'un et avoir un produit bancal. Donc nous, on a des partenaires qui nous rapportent régulièrement des dossiers, qu'on rémunère, qui nous rapportent encore des dossiers. Donc c'est des agents immobiliers, des chasseurs, parfois des promoteurs, parfois des notaires. On en a trouvé quelques-uns sur le Bon Coin, mais c'est ultra marginal. Donc eux nous apportent ces dossiers-là régulièrement. Et puis plus le temps passe, plus on en trouve, surtout plus on en trouve peut-être des plus gros aussi, qu'on n'avait peut-être pas accès au départ. On commence à faire quelques co-investissements aussi avec des foncières. Là, on va sur des gros actifs à 2, 3 ou 4 millions. On fait moitié-moitié sur l'apport, par exemple. Comme ça, on mutualise nos forces. Et c'est aussi pour ça qu'on fait de la SCPI, c'est pour avoir des collectes en permanence aussi. S'il y a un trou pendant juillet-août, on n'a pas de dossier. Ça t'évite d'aller prendre un truc un peu random. En disant, voilà, si jamais vous voulez investir avant vendredi, soit vous attendez un projet qu'on va peut-être lancer la semaine prochaine, soit sinon, sachez qu'il y a la SCPI Alderan qui est disponible, ActiveImo, c'est 6 000 € pour investir, allez-y, quoi. Ok. Du coup, si on fait un petit point marché, aujourd'hui, à part si on met de côté les promoteurs, ça, l'autre partie de ton métier, sur la partie commerce, aujourd'hui, est-ce que tu as vu, c'est un bien grand mot, mais parle un petit peu de macro, est-ce que tu as vu une évolution post-Covid, des choses comme ça? Est-ce que c'est des tendances qui ont été renforcées par le Covid ou vous avez un petit peu bifurqué sur des stratégies où le Covid a un peu tout chamboulé? On avait plutôt vu juste au lancement de Baltis en 2016. On s'était dit qu'on allait uniquement investir dans des locaux commerciaux en cœur de ville. Okay. Moi, ça fait 5-6 ans que je suis persuadé que l'avenir est vraiment au cœur de ville, que les jeunes n'auront plus le permis.
ne voudront plus le passer, Ok. que les gens se déplaceront à pied, que les gens arriveront à la gare et voudront aller dans leur hôtel à pied, au resto à pied, et tout faire à pied. Donc je me suis dit, l'avenir, il est en cœur de ville, il faut qu'on soit près des gares ou dans les centres piétons, semi-piétons, quoi. Ok, le prends pas mal parce que c'est une attaque qui vient de quelqu'un qui a quitté Montmartre pour aller à Saint-Ouen, donc plus bobo, je pense qu'il n'y a pas. Mais est-ce que c'est pas une réflexion un peu, pas parisiano-centrée, mais du moins très mégalopole, non? Non, parce qu'en fait, Métropole plutôt. ouais, alors moi, Enfin, moi, j'habite dans le nord de Lille, donc j'habite dans D'accord. une petite banlieue lilloise, mais qui est quand même connectée au métro. Et je vois qu'en fait, on fait tout à pied. On va à l'école à pied, on va faire nos courses à pied, on va à la pharmacie, la boulangerie à pied, on fait tout à pied, quoi. Donc même dans les petites villes, on fait tout à pied, quoi. Et on veut plus prendre sa voiture pour aller faire ses courses, quoi. C'est pas très écolo si la voiture n'est pas électrique, même si électrique c'est pas très écolo. Et on veut vraiment utiliser une trottinette ou y aller à pied, quoi. Donc on ne croyait pas du tout, nous, au retail park, aux centres commerciaux, à la périphérie. Donc on s'est essentiellement, on était concentré sur les cœurs de ville. Mhm. Donc on a acheté des boulangeries, des poissonneries, des crèches, des pharmacies en centre-ville. Toi, ton dream achat, c'est quoi? C'est un Monop, un Picard, Non, même pas, parce que c'est comme ça, souvent c'est des surfaces assez grosses. Donc tu vois, tu as Ouais. un Picard ou un Monop qui part, pour relouer, je trouve que c'est compliqué. D'accord. Tu achètes une petite boulangerie qui fait 80 mètres carrés. Ouais. Tu as beaucoup de locataires qui peuvent s'installer dans 80 mètres carrés et payer 2 000 euros par mois, quoi. Donc on est plutôt à chercher la liquidité, donc petite surface, cœur de ville, très simple. On a un grand rectangle, on a une extraction si possible pour implanter un Restauration. restaurant ou une boulangerie ou ces métiers où il y a de la cuisson. Et je me suis dit, on va essayer de viser des classes d'actifs dont on aura toujours besoin. Donc, se nourrir, donc boulangerie, boucherie, poissonnerie. Ok. Donc, tu étais restaurant. déjà dans Et la santé, l'essentiel. ouais. Et la santé, où on a acheté des pharmacies, des crèches. On a des banques aussi, on a la poste, on a des choses comme ça. Mais nous, on s'est rendu compte qu'en fait, pendant l'année 2020, on a 93% de nos locataires qui ont été à jour de leur loyer. Ils nous ont rien D'accord. demandé. Et sur ces 93%, je pense qu'on en a plus de la moitié qui n'ont jamais autant marché qu'en phase de confinement. Ah Parce oui, que les moi, centres commerciaux étaient fermés, ils ont tous cartonné parce que les gens revenaient en centre-ville pour consommer, quoi. Ah oui, on parlait en off un petit peu de start-up. Voilà, mais moi, il y a un placement, c'est le fonds de commerce de mon boucher. Quand je vois la queue et que voilà, pour dépenser, il faut faire 20 minutes de queue, c'est effectivement, non, c'est des bons actifs. Les tailles des villes, tu parlais de moyenne, qu'est-ce que tu entends par moyenne? Alors au départ, on avait fixé le seuil à 100 000 habitants. Parce Ouais. qu'à 100 000 habitants, il y a quand même une traction étudiante, corporate, voire loisir. Donc on visait 100 000, mais finalement, on a plus pris le temps d'analyser les villes. Et on travaille notamment avec un partenaire qui s'appelle Keys.imo, qui a lancé un petit outil qui s'appelle Kik, qui arrive à faire de la prédiction des futurs prix de l'immobilier en fonction de plein de critères. Donc la qualité de l'air, le nombre d'étudiants, l'attraction du nombre d'entreprises, la plage, le TGV, enfin de pas mal de choses. Et du coup, on a reciblé plein de villes en France où il y a parfois des anomalies, c'est-à-dire que le prix de l'immobilier est très peu cher et pourtant les loyers sont similaires à la ville d'à côté qui est beaucoup plus grosse. Donc on a cherché un peu des anomalies comme ça. Et finalement, on a une liste de villes qui est beaucoup plus large. T'as des exemples de villes où il y a ces anomalies? Ouais, il y en a pas mal. Poitiers, par exemple, Perpignan. Perpignan, c'est des villes qui a 1 000 euros du mètre pour acheter de l'immobilier. Sur du commercial, Sur du commercial, alors on a une petite parallèle qui est pas très loin en termes de prix au mètre carré. Et pourtant, tu as des loyers, tu vois, à Poitiers, tu as quasiment les mêmes loyers que Le Mans, voire Nantes, quoi, alors que tu as un prix de l'immobilier qui est 3 voire 4 fois moins cher. Tu as Roubaix dans le Nord, que je connais bien. Alors là, pour le coup, c'est pareil, c'est 1 000 euros, mais c'est une ville où tu as 100 000 habitants à Roubaix, où tu as beaucoup d'étudiants, tu as beaucoup d'entreprises, tu as le siège de Booking qui s'installe à Tourcoing, tu as le Ouigo, tu as des piscines, des lycées, donc qui bougent beaucoup et pourtant qui est sous-évalué. On ne sait pas trop pourquoi, par réputation, je pense. Donc il y a quelques villes comme ça qu'on se met à regarder maintenant. Et on a une liste de, je sais pas, une cinquantaine de villes, hors les grosses métropoles, où on commence à investir. Ouais. D'accord. Parce que moi, je vois des villes peut-être plus petites, notamment, on prend des notions conjugales, on va dire. Je connais bien Angoulême. Et c'est une ville où moi, je ne comprends pas, en fait, qui perd en termes des commerces fermes, alors qu'on est à peine à moins de 2 heures, non, un peu plus de 2 heures en TGV de Paris, et on a une demi-heure de Bordeaux, où l'immobilier est déjà très très cher. Et ça, c'est des villes où tu te dis, il peut avoir
une régénérescence du commerce, ou c'est des villes, je parlais de Mont-de-Marsan, d'Agen, qui ont tendance à décliner et C'est un peu compliqué. Après, on a des villes qu'on a blacklistées, pour le coup, en disant là, le commerce, il est vraiment en chute libre. J'ai des doutes sur le fait qu'il se relève. C'est quoi? C'est la démographie? Il y a un lien? Ouais, c'est principalement la démographie où on voit qu'en fait, on fait parfois des tests où on met une annonce d'un local à louer dans la ville dans laquelle on aimerait investir et on se voit qu'on n'a aucune demande. On se dit, bon, bah, on va pas investir dans cette ville parce que si notre local à nous est vide, a priori, il n'y aura aucune demande. À l'inverse, on a certaines villes où on a fait ça, à Tours par exemple, ou à Vannes, des villes qui cartonnent. On met une annonce, on a 25 demandes de commerçants. Oui, c'est peut-être une idée fausse que je me fais, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Vannes et Tours, c'est typiquement les villes, j'ai l'impression, post-Covid, où il y a un flux de Parisiens qui va... Ouais, bah, y a plein de villes. Bah, déjà, toutes les villes, là, on a fait une étude sur toutes les villes du littoral. On a fait un trait du Havre jusqu'à Saint-Jean-de-Luz pour savoir dans quelle ville il fallait investir. Donc, on en a shortlisté 10, dont il y a Vannes, évidemment. Il y a Vannes, là, il y a Lorient, il y a Nantes, il y a Saint-Jean-de-Luz, il y a Biarritz, il y a Brest. Il y a pas mal de villes. Et en fait, c'est des villes qui sont plutôt bien connectées. Au moins à Rennes, en tout cas, du coup à Paris. Le cadre de vie est sympa. Nous, on a plein de copains qui déménagent dans ces villes-là aussi. Donc, on se dit que si eux déménagent et qu'il y a une traction dans cette ville-là, donc il faut peut-être investir. Donc, c'est sûr, quand on entend des gens qui déménagent à Vannes, une personne, deux personnes, trois personnes, on se dit, bon, il va se créer quelque chose à Vannes, il faut investir à Vannes aussi. Ouais. On essaie de creuser et de faire notre petite liste comme ça de villes dans lesquelles investir. Ouais. Mais majoritairement, on investit beaucoup en Île-de-France. Grand Paris. Grand Paris, parce que forcément, on avait une carte au bureau avec les futures stations du Grand Paris. En disant, il faut aller là, parce qu'il y a la ligne 14 qui arrive, il y a le RER X. Moi, j'ai fait une opération sur la ligne 14. Mais un petit peu un crowdfunding, mais grosso modo, c'est que j'ai proposé à un investisseur de venir. Il n'a pas compris qu'il fallait partir, parce qu'il voit la rentabilité locative et il est très content de toucher les loyers. Et là, il va falloir que je lui explique que c'est le moment où je lui rachète ses parts et il doit s'en aller. Ça va être un peu compliqué. Mais je suis un petit peu dans cette réflexion et c'est plus du café du commerce, là, clairement. Est-ce que ça ne va pas faire un flop? Est-ce que je me dis, est-ce que véritablement il va y avoir ce déplacement de Paris vers le Grand Paris, ou est-ce que les gens ne vont pas faire un bond directement, aller à Vannes, aller à Tours, aller peut-être pas à Aix-en-Provence parce que c'est déjà très cher, mais Dijon, toutes ces villes TGV, on va dire à moins de 2 heures de Paris, quoi. Bah, au départ, pendant les premiers confinements, tout le monde voulait vraiment partir loin, quoi. Et au final, on s'est rendu compte qu'il y en a peu qui passaient le pas en disant finalement Paris c'est pas si mal, tiens les restos ont ouvert, c'est quand même cool, on va rester à Paris, on va essayer de partir des week-ends de 3 jours dans du télétravail, mais on va pas franchir le pas tout de suite. Et donc on voit quand même il y a beaucoup de gens qui déménagent en première couronne et en deuxième. Alors ça va peut-être durer 2-3 ans seulement avant d'aller à Vannes ou à Tours ou à Dijon, mais en tout cas on sent qu'il y a quand même une étape intermédiaire. Alors soit parce que les deux bossent dans Paris, le télétravail n'est pas trop généralisé dans la boîte, ils doivent rester quand même connectés à Paris, soit le télétravail est un peu accepté dans la boîte et là ils partent effectivement au Havre ou à Vannes. Ouais. Après c'est peut-être encore ma vision du monde de provincial, c'est que je pense qu'il faut mieux habiter à Lille qu'à Longjumeau, tu vois. Je me demande si voilà, c'est pour ça que j'ai investi moi dans le Grand Paris sur la ligne 14, mais ouais, j'ai encore des doutes sur cet effet post-Covid où effectivement ça va être peut-être qu'un effet loop qui aura duré quelques temps et que tout le monde va essayer de revenir sur l'Île-de-France, quoi. Ouais, alors faut pas partir trop loin. Tu vois, moi je suis à Lille et je travaille quand même à Paris tous les jours, hein, donc c'est 1 heure de TGV. Tu fais l'aller-retour tous les jours? Quasiment, ouais. On va dire allez, 3 jours et demi en moyenne, entre 3 et 4. Et c'est 1 heure, donc ça se fait facilement. Quand tu déménages à plus de 2 heures de TGV, c'est pas la même chose. Sur la journée, c'est compliqué et ça te fatigue. Parce que 2 heures, tu as le temps de t'assoupir. 1 heure, tu n'as pas le temps. Tu pars, tu es déjà arrivé. Après, c'est une tendance que j'y croyais pas trop, en toute honnêteté, au départ, sur le fait de partir, que les Parisiens quittent Paris. Au final, chez Baltis, on est quasiment la moitié qui n'habite plus à Paris. D'accord. On en a à Lyon, on en a à La Rochelle, moi à Lille, peut-être à Bordeaux. Donc en fait, on se rend compte que c'est une vraie tendance, même chez moi. Donc j'imagine que. D'ailleurs, tu nous as pas dit, vous êtes combien de collaborateurs? Là, on est 8 aujourd'hui. On est 8 et sur des profils soit très immobiliers, pour faire du sourcing, de l'acquisition, de la gestion, soit le pendant qui est la collecte, la communication, la collecte, le marketing.
Ok. Petite question sur les frais. Comment tu te rémunères chez Baltis? Ouais, alors il n'y a aucun frais direct pour l'investisseur. Parce que comme ça, on voulait que ce soit assez clair. C'est-à-dire quelqu'un qui met 1 000 euros, si c'est à 10%, il aura 10% de 1 000 euros. Nous, on se rémunère de 3 façons sur les projets long terme. Honoraire de montage au départ, honoraire de gestion pendant la durée de vie du projet et honoraire de succès à la fin s'il y a une plus-value. Comme ça, on est aligné dès le début, pendant et la sortie. Et sur les honoraires du montage Et en fait, en gros, c'est 5%, 5%, 5%. Donc, c'est 5% du prix de l'actif. Qui les paie les honoraires du montage? En fait, ils sont inclus dans le deal, comme les frais de notaire ou les frais d'intermédiaire. Donc, ça veut dire qu'ils sont inclus dans la collecte. Donc, indirectement, ils sont supportés par l'investisseur parce que ça fait partie du dealing global. Ils ne sont pas directement supportés. Donc, c'est 5% du prix de l'actif au départ, 5% sur le montant des loyers chaque année et 5% de l'éventuelle plus-value à la sortie. Ok. Et est-ce que tu bosses avec des apporteurs type CGP, Family Office? On commence que du coup ma conviction de l'investissement local, quand on sort une opération à Nantes par exemple, je vais essayer d'avoir des investisseurs nantais. Ouais. Et pour les toucher, c'est compliqué de sortir dans Ouest France un article. On a essayé au départ, mais en fait c'était compliqué. Donc on essaie d'avoir des partenaires un peu dans chaque ville, en disant proposer à vos clients qui sont nés à Nantes, qui habitent à Nantes, qui passent leurs vacances à Nantes. En termes de vente, ça sera plus simple. Et vous aurez une super approche en disant « Ah, vous êtes nantais, voilà, il y a un projet à Nantes par Baltis, j'ai pensé à vous parce que vous êtes de la région. » Et du coup, vous connaissez sûrement. Voilà, on essaie de cibler les partenaires avec qui on bosse en disant « Proposez à vos clients qui habitent dans le coin, ce sera original et ça, je suis sûr que ça leur plaira. » Okay. On fait ça comme ça. D'accord. Et pour les frais sur la partie promotion marchand de biens, là, on est rémunéré par le promoteur ou le marchand de biens. Donc là, il y a 0 frais direct ou indirect pour l'investisseur. D'accord. Ok. Tu as cédé un petit peu de capital récemment? Tout à fait, c'est assez récent. récent. Tu peux en parler? Ouais, c'était... Alors ça a toujours été dans ma tête depuis le départ, en disant que le jour où j'ouvre le capital, ce n'est pas pour lever des fonds. Je ne crois pas à la course à la levée de fonds. Alors ça fait des beaux articles dans la presse. Mais moi, je vais te dire, j'en peux plus. Des LinkedIn, c'est tous les jours des fusées, des Go to the Moon, tout. Les licornes, les tricornes, les quadricornes, etc. Donc, et les gens qui s'écoutent parler sur Clubhouse. Alors après, je sais qu'il y a des business où on a besoin de lever des fonds parce qu'il y a des gros fonds à engager en termes de take, en termes de clients. Je sais qu'il y en a qui ont besoin de fonds pour vraiment développer leur activité. Enfin, pour lancer même leur activité, donc c'est quasiment essentiel. Après, j'entends beaucoup d'histoires de gens qui lèvent des fonds alors qu'ils n'en ont pas forcément besoin, mais ça fait bien. Qui se retrouvent dilués. Qui sont mis à la porte en fait et qui disparaissent, ou la boîte coule, et en fait on entend toujours les belles histoires, mais rarement les mauvaises, et pourtant il y en a beaucoup plus de mauvaises. Et moi j'ai vu des boîtes qui ont disparu alors qu'elles avaient levé 5 ou 10 millions quoi, au bout de 2 ans. Ah bah il n'y a plus de cash, personne ne veut remettre, bon on va terminer quoi. Donc c'est pas du tout source de réussite de lever, c'est bien, c'est une première étape, après il faut savoir dépenser et absorber la croissance. Donc nous mon objectif c'était de dire je veux avoir une stratégie qui ressemble aux actifs qu'on achète, donc c'est du patrimonial du long terme. Donc je vois une boîte dans laquelle je suis là pendant 20 ans, la même stratégie que mes actifs, on va y aller doucement mais sûrement, petit à petit, on commence petit, on voit grand et ça va grossir avec le temps. Donc on est quand même arrivé à 8 salariés, à être rentable, à payer tout le monde, les gens sont contents. Et je me suis dit, le jour où on ouvre le capital, ça ne sera pas pour un actionnaire, ce sera pour un associé qui viendra nous faire accélérer notre développement et passer à la vitesse 2. J'avais une personne en tête, qui est Steven Perron, qui est le président d'un groupe qui s'appelle Magellim, qui détient Foncière Magellan, dans laquelle je travaillais du coup en 2015. Et j'avais gardé Steven Perron dans mon comité, j'ai appelé le Conseil des Sages, où il y avait 5 seniors qui nous accompagnaient régulièrement sur notre développement, pour qu'ils gardent un œil sur Baltis, voir comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on fait aussi concrètement. Et je m'étais dit qu'un jour, le rapprochement se fera normalement naturellement, parce que, 1, on se connaît, et que 2, on a des business très complémentaires, où lui s'adresse à des investisseurs professionnels ou assimilés, voire institutionnels, quand nous, on s'adresse à des particuliers. Donc c'est complémentaire d'essayer de trouver une passerelle entre nos projets. Donc il est rentré en capital très récemment dans le but de développer des synergies, des cofinancements, des co-investissements et pour lui de collecter plus en direct et plus auprès des particuliers qui investissent 1 000, 5 000, 10 000, qui n'ont pas accès aujourd'hui à Foncière Magellan. Et nous, à l'inverse, de trouver peut-être des investisseurs un peu plus professionnels, un peu plus gros pour accéder à nos projets. D'accord. Et du coup, toi, tu as un associé, c'est ça aussi? J'ai un associé qui est Sleeping depuis le départ, qui bosse chez Air de Suez en parallèle. J'étais en stage chez eux. Donc il est là depuis 5-6 ans. Il m'a aidé à monter Baltis au départ, donc il a toujours été très minoritaire, mais un petit peu dans l'aventure, un peu
C'est un peu mon département conformité. C'est-à-dire dès que j'ai un sujet, je le consulte et il a souvent réponse à tout. Ok. Et toi, le but, c'est de rester majoritaire? Donc aujourd'hui, je suis majoritaire. Alors moi, je ne fais pas la course non plus au capital. Être majoritaire ou minoritaire, tout dépend un peu des pouvoirs qu'on a. Le but, c'est de pouvoir développer à ma façon, avec mes convictions, Baltis. Donc tant que j'ai les cartes en main, très bien. Et comme c'est pas une start-up qui va valoir 10 milliards un jour, avoir 60% ou 30% du capital, finalement, je préfère avoir un bon partenaire qui m'apporte des bons dossiers et qu'on soit encore là dans 10 ans et dans 15 ans. Et que ça tourne bien. Faire la course au capital, je veux pas. Donc après, aujourd'hui, voilà, j'ai 51% de la boîte. J'ai complètement carte blanche sur les investissements, sur la manière dont on avance. Je trouve que c'est assez sain, ça marche assez bien. Bien sûr. Ouais. Ok, super. On te retrouve où s'il y a des confrères, des consoeurs qui sont intéressés pour proposer les solutions de Baltis, ou même s'il y a des auditeurs qui veulent souscrire? C'est Baltis-du-6 capital.fr. Ouais. Voilà, on t'ajoute sur LinkedIn, je suppose? Ouais, sur LinkedIn. Alors, je suis plutôt actif sur LinkedIn, sur les autres réseaux. Ouais. Mais on a des pages Instagram, Twitter, Facebook. Mais sur LinkedIn, ça marche bien. Ça marche. Et on écoute tous les mardis Matière à lire? Un mardi sur 2 maintenant. Un mardi sur 2. C'est quand même sport. Donc un mardi sur 2, un petit épisode de Matière à lire qui sort. Ok, moi je t'avoue, j'en ai en retard, mais parce qu'on a dit qu'on était au mois de septembre, mais on va vous dire la supercherie. Vous avez vu nos têtes, on n'est pas très reposés, c'est qu'on tourne fin juillet. Et du coup, moi, je me garde quelques épisodes de Matière lire pour profiter de la plage. Très bien. L'écoutant. Très bon format, ou faire du sport, ou faire de la voiture, du train. Okay. C'est des épisodes d'1 heure, donc il faut. Après, il faut les écouter un peu comme un livre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à faire une pause et à les reprendre plus tard, comme tous les podcasts, de manière générale. Mais tu vas passer un bon été, du coup. Ouais. Du coup, fin de podcast, tradition, une reco. Qu'est-ce que tu nous recommandes? Eh bien, écoute, j'ai réfléchi pendant cet épisode. Je te propose une application qui s'appelle Twill. C'est The Wine I Like, qui est une plateforme, une application sur laquelle tu peux acheter du vin en direct propriétaire. En quelques clics, et tu es livré chez toi très rapidement. Et tu trouves du vin soit tu réponds à des questions et tu as un vin qui t'est conseillé, tu as des réductions, tu as des petites fiches très faciles. Tu peux même flasher une étiquette d'un vin dans un resto et tu le commandes au producteur directement qui te livre directement chez toi. Et j'ai trouvé que le process est très simple. Tu achètes au producteur, donc c'est quand même hyper sympa. Et tu as un petit onglet qui est très sympa où c'est les bons plans, où c'est des vins qui n'ont pas trop la cote parce qu'en termes de marketing, ils n'y vont pas trop, mais pourtant qui sont bien meilleurs que certains dont on parle tout le temps. Donc c'est un peu comme on disait, l'anomalie dans l'immobilier. Tu as les anomalies du vin aussi. Et sur Twill, donc Twil, tu peux trouver des super pépites et te les faire livrer chez toi direct producteur. Super, pour agrémenter les apéros estivaux, entre autres. Moi, Marocco, mais j'avais terminé avant la pause estivale sur une série qui était 36-15 Monique, il me semble. Je vais reparler série HBO, du coup, donc OCS, qui est la saison 3 de Succession. Je ne sais pas si tu as regardé, non, ça ne te parle pas. À regarder les 2 premières saisons, c'est super. C'est sur la famille Murdoch. Voilà, et c'est grosso modo comment prendre la place du père, du patriarche. Et c'est hyper bien fait, c'est hyper addictif. Je sais qu'on est tout le monde nous vend les séries et compagnie, mais celle-là, pour le coup, elle est vraiment bien. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, j'espère que la reprise n'a pas été très dure, puisqu'on est en juillet, mais en fait, on se voit en septembre. Si vous voulez qu'on discute de votre situation patrimoniale, vous pouvez me joindre sur LinkedIn ou m'envoyer un petit mail sur ytortig@mp-gestion.com. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.